Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux suppléments Shadow Dark du même auteur que je trouve être des compléments intéressants pour les MJ qui aiment bien, plutôt que d'apprendre des donjons, faire jouer des trucs déjà faits, bricoler leurs trucs. Il y en a un qu'on va regarder, un petit peu plus que l'autre, parce qu'il y en a un que je trouve meilleur que l'autre. Mais comme ils étaient du même auteur, je voulais vous les présenter tous les deux. Effectivement, le deuxième qu'on va regarder, j'en suis pas hyper fan. Donc ces deux suppléments s'appellent le GM Companion pour Shadow Dark et le Player Companion pour Shadow Dark. Celui qui vaut le plus le coup, je trouve, il est un peu plus récent, c'est le GM Companion. Personnellement, je m'en suis déjà servi un peu pour m'inspirer, préparer des donjons, des trucs comme ça. Le deuxième, le Player Companion, je suis un peu moins fan, mais on va le regarder quand même un petit peu juste après. On est parti. Donc pour bien comprendre ce qu'offre le GM Companion, je reviens sur le livre de base de Shadow Dark rapidement. Si on regarde dans le livre de base de Shadow Dark, il y a une partie qui s'appelle voilà, Game Master. En fait, à partir de la partie Game Master, donc page 101, on a tout ce qui va être les monstres, les trésors, tout ce qui va permettre au maître du jeu de préparer, de randomiser, etc., etc. Et ça compose d'ailleurs la grande majorité finalement du bouquin Shadow Dark, ce qui est quelque chose que j'apprécie plutôt. Donc le GM Companion, il va pas nous amener des nouvelles règles à proprement parler, il va surtout nous apporter en fait un approfondissement de certains trucs qu'on avait. Par exemple, dans le jeu de base, vous avez une page pour générer des pièges, une page pour générer des dangers, des hazards, donc des trucs du terrain, entre guillemets, qui sont dangereux. On a aussi tout un paquet de tables aléatoires. Par exemple, des tables aléatoires, quelque chose se passe, des tables aléatoires de rumeurs, d'aventures pour faire des PNJ, etc., etc. Mais ça peut sembler un petit peu léger. On va dire que dans Shadow Dark, on a pas mal de rencontres aléatoires par type de terrain. Ça, on en a pas mal. On a pas mal d'objets magiques, etc. On n'en manque pas. Par contre, pour ce qui est de la création de donjons, etc., c'est un tout petit peu léger parfois. En fait, si vous voulez utiliser la méthode Shadow Dark pour, par exemple, créer la map d'un donjon, donc d'une zone dite Shadow Dark, justement, vous avez voilà, des petites idées de hasard, de monstres, tout ça, de types de pièces. Mais vous n'avez pas 50 000 entrées différentes. C'est pas un problème en soi, mais en fonction de votre état d'esprit et de ce que vous cherchez, c'est limité. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si je tire une pièce, j'en sais rien, pour un boss, j'ai une idée du thème de mon donjon, admettons c'est un donjon aquatique, j'en sais rien, je tire aléatoirement, voilà, j'ai une pièce où je vais mettre mon boss. On nous propose 4 types de boss différents, physiquement forts, leader religieux, protégé par des minions ou sorcier suprême. Donc 4 idées que je vais pouvoir potentiellement décliner sur mon idée de faire un donjon sous-marin. Mais c'est seulement, on va dire, 4 idées qui vont venir se confronter à mon thème. Donc ça peut être un petit peu léger. Je peux avoir l'impression de tourner un peu en rond. J'ai moins de matière à réfléchir, quoi. Donc il y a déjà pas mal de trucs. C'est pareil pour les villes, là. J'ai des types de quartiers avec un temple majeur d'une divinité, un temple en ruine pour les temples, ou alors si je suis chez les artisans, une taverne standard. Bon, je peux déjà faire pas mal de choses avec ça. Mais en fait, le GM Companion, il va venir mettre du carburant dans ce système. Donc on va voir le GM Companion maintenant. Donc voilà, ça c'est le supplément. Donc l'auteur c'est Greg Christopher. Et en fait, il fait littéralement une extension pour moi à l'approche qu'avait le core rulebook, à la philosophie du core rulebook. Donc on retrouve les mêmes choses, hein. Points d'intérêt, settlements, etc. C'est à peu près les mêmes choses. Il y a des trucs en plus quand même. Et en fait, il va agrandir ces tables, nous donner plus d'idées tout simplement. Donc on commence par exemple avec des points d'intérêt différenciés par rapport au biome. Donc si je regarde par exemple mon core book de Shadow Dark, quand je suis dans Shadow Dark Overland X-Map, je peux tirer différents types de terrain, c'est-à-dire désert, arctique, forêt, jungle, grassland, marécage, etc., etc. Et j'ai une table de points d'intérêt indifférenciés pour venir peupler tous ces différents biomes en quelque sorte. Ces différents biomes, ils vont avoir des tables de rencontres aléatoires pour le Arctique, pour le quartier des artisans, pour plein de trucs. Pour le désert, j'ai des tables aléatoires, j'ai des monstres à mettre dedans et tout. Donc j'ai des idées pour peupler ces endroits. Mais en soi, les différents types de terrains n'ont pas de table de points d'intérêt différenciés. Alors que si je vais dans le GM Companion, eh bien, je me retrouve avec des points d'intérêt différenciés. Donc par exemple, j'ai une table de points d'intérêt pour la zone arctique. Donc je vais avoir des huttes, une tour de garde en pierre, des spires rocheuses qui montent vers les cieux, un cratère massif, etc., etc., avec un développement potentiel, par exemple,
dégâts récents d'un séisme, déclenche d'étranges rêves la nuit. Donc il y a quelque chose de très arctique, boréal, je sais pas comment dire, on a quelque chose de plus spécifique. On va avoir la même chose pour les côtes, le désert, la forêt, donc en fait ça reprend finalement les biomes de Shadow Dark, mais ça vient ajouter plus d'idées pour réfléchir en fait à ce qu'on pourrait mettre dans ces zones qu'on va vouloir explorer. Donc ça, je trouve que c'est très très cool. Et en fait, c'est ça la philosophie de tout le bouquin. Donc on va pas y passer des heures, on va pas lire les entrées là comme des débiles. Mais je vais vous montrer un petit peu pareil. On a des terrain hazards, donc des dangers environnementaux en fait durant l'exploration différenciés par zone. Donc des dangers environnementaux, une table pour s'inspirer pour pareil, l'Arctique, la côte, la forêt, les steppes, tout ça, tout ça. Donc si je regarde par exemple dans le désert, eh ben je vais avoir des idées de danger, par exemple les sables mouvants, un labyrinthe de rochers, le mirage d'un oasis au loin, des distorsions lumineuses, etc., etc. Et à chaque fois, on va avoir des trucs qui s'attaquent au mouvement, qui peuvent affaiblir ou carrément faire des dégâts. Donc ça, c'est plutôt cool pour venir diversifier un petit peu l'exploration des différents types de régions. Et c'est pareil quand on va arriver dans les villes. Par rapport à Shadow Dark, on va avoir un truc beaucoup plus développé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tirer... Il y a beaucoup plus de, on va dire, de nuances dans les différents types de settlements, donc d'endroits civilisés, quoi, de villes, tout ça, et beaucoup plus de diversité dans les différents types de districts et bâtiments qu'on va pouvoir y trouver. On a des tables pour les types de magasins, donc ça peut nous aider à nous demander c'est quoi les spécificités de chaque ville et tout, et en gros à faire des trucs plus variés, plus détaillés. Donc pareil pour les tavernes, le menu de la taverne, les boissons de la taverne. On a un jeu supplémentaire, le Farkle, donc c'est plus ou moins le jeu qu'on retrouve dans les jeux vidéo si vous connaissez de Kingdom Come Deliverance par exemple. Donc des jeux de hasard à faire jouer en mini-jeu dans la taverne si vous avez envie de faire un truc un peu comme ça pendant une session. Un autre truc qui est intéressant, c'est on a une extension un peu du carousing, parce qu'en fait dans Shadow Dark, si vous regardez le carousing, donc là pour le coup c'est une partie joueur normalement, le carousing ça consiste à faire la fête. Donc vous dépensez de l'or, vous faites la fête, ça vous fait gagner de l'XP, ça vous permet en gros d'écouler tous les trésors que vous trouvez, d'y mettre un petit peu de narration un peu comme dans un truc un peu pulp, quoi. Au début de chaque aventure, on a claqué toute notre thune dans tout et n'importe quoi. On a bu des coups. On tire aléatoirement des petits événements qui ont eu lieu pendant la teuf qu'on a menée, quoi. Donc ça, c'est le carousing. En fait, ici, vous allez avoir des variantes pour les autres classes. Parce qu'on pourrait imaginer que le carousing, par exemple, c'est un truc plutôt de voleurs. Admettons, c'est les voleurs qui font la teuf. Alors, c'est pas forcément attaché aux voleurs, mais vous allez comprendre. En fait, ici, on a une version un peu du carousing, mais où c'est des actes de dévotion. Donc, en fait, on va dépenser de l'argent pour faire du prosélytisme, construire des temples, etc., etc. Et donc, ça colle bien avec le prêtre, évidemment. Pareil pour le combat training. C'est un truc où on va s'entraîner au combat. Donc, en fait, ça va pas ajouter en soi des mécaniques. Hein. C'est-à-dire que quand on va faire dépenser notre argent pour faire un combat training, en fait, c'est plutôt un tournoi, en réalité. Dans ce qu'on peut voir comme exemple d'événements qui peuvent avoir lieu. Mais ça va pas nous faire gagner, à proprement parler, des nouvelles compétences. Ça va nous faire gagner de l'XP, donc techniquement c'est comme si on s'entraînait et tout, parce que si on a un guerrier et qu'on fait du combat training, en montant en niveau, on va devenir plus fort en combat, puisqu'on a la classe de guerrier. Mais bref, on va pouvoir avoir comme ça des tables un peu différentes, et je trouve que c'est sympathique. On a finalement l'étude magique, qui peut nous faire gagner quand même l'étude magique, la découverte de nouveaux sorts. Mais donc voilà, c'est d'autres moyens de faire coller en fait le fait qu'on parte à l'aventure pour aller chercher des trésors. Quand on revient pour les dépenser, on a d'autres manières de les dépenser, on va dire, en utilisant une mécanique un peu de hasard, un peu d'ellipse, en fonction de nos centres d'intérêt. Est-ce qu'on est plutôt un combattant, un dévot ou un chercheur en magie, quoi. Donc ça, c'est cool aussi. Je kifferais qu'il y en ait plus, parce qu'en fait, ils respectent bien la charte Shadow Dark, on va dire, ces trucs, je trouve. Et donc, ouais, en avoir encore plus, genre, je sais pas, on fait de la philanthropie, j'en sais rien, ce serait sympathique. Ce que j'aime bien, c'est que ça vient pas ajouter des systèmes, vous voyez. C'est pas genre, on a un nouveau système pour gérer un business, ce qui est complètement décorrélé un peu de l'esprit aventurier de Shadow Dark et tout. Gérer un business, c'est un truc qui nous ferait gagner de l'argent. Alors que dans Shadow Dark, le but, c'est de partir à l'aventure, revenir, dépenser cet argent. Donc là, on a des bons tropes, en fait, pour faire ça. Ensuite, on arrive, voilà, toujours un peu dans l'idée de d'étendre les trucs de maître du jeu du livre de base. On a les trucs par rapport à la création de donjons. Donc c'est pareil, on va avoir des tables pour créer les donjons. Et on va avoir beaucoup plus de déclinaisons des types de salles. Donc dans Shadow Dark de base, comme type de salle, on a quoi? On a vide, piège, petit danger, monstre seul, PNJ, troupe de monstres, gros danger, trésor, boss. Donc on va retrouver les mêmes ici,
mais on va en plus avoir un groupe d'aventuriers rivaux, salles qui changent au fil du temps, zone de magie, zone où il y a un combat qui s'est déjà passé, une dead zone, donc on a un peu plus d'idées de concept de salles en fait. Et c'est pareil, ils vont avoir plus de déclinaisons. Par exemple, si je prends le boss, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on avait 3-4 idées de boss. Bah là, on a des idées de détails sur le boss pour faire plus de variations. Par exemple, là, il a été abandonné par ses minions. Ou alors, il a une mutation du livre de base de Shadow Dark. Puisque dans le livre de base de Shadow Dark, vous avez une table de mutation. Ou alors, il a le double de trésors de d'habitude. Donc ça permet en fait de venir challenger notre concept. On a probablement déjà une petite idée du boss qu'on veut et tout dans notre donjon, j'en sais rien. Mais là, on va pouvoir venir y amener voilà, des idées un peu différentes, les confronter à ces tables, je trouve que c'est plutôt cool. Ensuite, voilà, on a des nouveaux Dungeon Hazards, puisqu'on a eu ceux des différents biomes, on va dire en surface, on en a pour différents biomes de donjons, entre guillemets, les ruines, les deep tunnels, etc. Et on a encore plus de tables pour créer des pièges. Donc plein de trucs en fait pour avoir plus de variété pour créer des trucs. Les PNJ, les aventuriers adverses avec même leurs tactiques et tout, ça permet vraiment d'interroger le monde qu'on est en train de préparer pour nos joueurs. Ensuite, je vais pas y passer des plombes, parce que là, c'est des monstres, quoi. C'est des monstres, on va pas regarder tous les monstres. Vous avez un bestiaire, pareil, étendu. Est-ce qu'il y a des monstres là-dedans dont je me suis servi? Je ne crois pas. Donc, il y a un certain nombre de monstres supplémentaires, il n'y en a pas 15 000 non plus. Par contre, un truc où on a pas mal de choses, pour le coup, c'est au niveau des trésors. On a beaucoup de nouveaux trésors. Déjà, on a des tables de Dungeon Dressings. Donc, Dungeon Dressing, c'est vraiment, ils nous disent, une grande sélection de trésors qui valent quasiment rien, quoi. Pour venir mettre des petits objets dans les pièces vides du donjon, qui vont peut-être nous inspirer des trucs, ou être juste vraiment, entre guillemets, de la déco, mais qui peuvent aussi servir tout simplement d'indices sur ce qu'il y a dans la suite du donjon. Parce que même si votre pièce de donjon, elle est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose avec quoi interagir et tout, ça ne vous empêche pas d'y diluer de l'information. Donc si par exemple, je suis en train de créer un donjon, pour l'instant j'ai quelques idées du donjon, mais j'ai envie que ce soit plus varié, plus inspiré, je sais pas quoi, qu'il se passe des trucs, quoi. Je peux tirer un truc, et là par exemple, je vois qu'il y a un orteil de gobelin blessé dans une sandale ensanglantée. Ok, peut-être que moi je voulais faire un donjon sous-marin, si on reste sur mon exemple de donjon sous-marin, et ben en fait, il y a un vacancier gobelin en sandales qui est passé par là, quoi. Donc peut-être qu'en fait, il y a des gobelins dans mon donjon aussi. Je suis pas obligé de garder ce que j'ai tiré. Le but, c'est pas de suivre à la lettre le truc. Ça sert d'inspiration. Mais voilà, j'ai quand même 100 petites idées de petits objets et on peut s'interroger sur leur présence, leur raison d'être et ça peut mener à d'autres idées. Et on a, voilà, encore plus de tables pour les trésors. Donc c'est près de 2 fois plus, en fait. Hein. Parce que dans Shadow Dark, la plupart des tables, si je regarde par exemple une table de trésors, voilà. Vous voyez, c'est des dessins, mais en fait, il y a 50 résultats en réalité. Enfin, peut-être un peu plus, 52 du coup, vu qu'il y a le 1 et le 100. 51 du coup. Il y a 51 entrées, si mes calculs sont bons, qui fait déjà un beau menu si vous allez au restaurant. Lol. Et là, en fait, vous en avez 100 de plus. Donc ça vous donne plus de variété. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? Des bois de caribou nettoyés. Super. On va avoir aussi plein d'idées de secrets, boons, oaths, blessings, potions. Donc on a des nouvelles tables de potions pour créer, en fait, des objets magiques aussi. Plein de nouvelles idées de bénéfices d'armure, malédiction d'armure, d'armes, etc. Donc ça, c'est toujours cool, en fait. C'est toujours cool d'avoir des trucs comme ça, peu importe le jeu auquel vous jouez. Enfin, dans la mesure où c'est de la fantasy, j'entends. Et ben, vous avez des nouvelles idées pour créer des objets magiques. Et puis finalement, vous avez tout un pataquès d'objets magiques supplémentaires qui peuvent venir vous peupler vos donjons. Donc voilà, ce bouquin, je trouve qu'il est très très cool. C'est le genre de bouquin que j'aime bien parce qu'il contient en fait il couvre une variété de sujets. C'est pas des conseils à n'en plus pouvoir sur être maître du jeu. C'est juste plein de trucs pour préparer en fait vos parties. Il est pas trop spécialisé. Est-ce qu'il y a d'autres bouquins que j'aime bien, genre des bestiaires que je trouve assez cool que je vais aller regarder quand je suis en train de réfléchir à ma partie. J'ai des bouquins sur les objets magiques, avec des listes d'objets magiques. J'ai des bouquins sur des rencontres dans les terres sauvages, tout ça. Peut-être, d'une certaine manière, vont aller plus loin que ce bouquin-là. Mais la réalité, c'est que quand il y a trop de sources d'informations différentes, je me disperse, je suis moins efficace, tout ça. Là, ça regroupe quand même énormément de sujets de préparation directement dans le même livre, à savoir les lieux, les trucs qu'on peut y trouver, les récompenses, et les trucs qu'on va devoir affronter pour récupérer ces récompenses. Et donc c'est parfait pour préparer des aventures, quoi. Maintenant, il y a le Player Companion du même auteur. Donc ça, j'en suis beaucoup moins fan. Je vous en parle plus à titre d'information qu'autre chose, mais
Donc il a fait ce truc-là avant. Donc on a des extensions, en fait c'est un peu le même principe, c'est une sorte d'extension au core book, mais pour les joueurs, là, les personnages. Donc on a une nouvelle table de background, bon. On a plein de nouvelles races. Le problème c'est que c'est pas toujours hyper inspiré ou inspirant, je trouve. En particulier en fait sur cette partie, donc là on a plein de classes. Donc on a archer, assassin, berserk, beastmaster, brigand, buccaneer, burglar, charlatan. Et en fait, je trouve qu'il y a trop de ces classes qui ne sont pas assez des tropes d'aventuriers, je sais pas comment dire. Bon déjà, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Genre, par exemple, ce livre n'introduit pas de nouveaux sorts. Si vous faites un mage, en fait, vous allez avoir accès à des sorts de magicien de Shadowdark. Et vous allez avoir une petite capacité qui va changer. Genre, par exemple, vous avez un sort signature. Bon, il ne peut pas critically fail. Donc ça peut donner des idées de mécanique, tout ça et tout. En fait, j'ai l'impression qu'en donnant ce truc à vos PJ, on a une sorte d'illusion du choix, la création de personnages, genre 1 milliard d'options, ça joue un peu sur cet effet-là. Alors que tout compte fait, en Shadowdark, les mécaniques sont très simples aussi pour que le personnage se développe un peu organiquement et tout. Et j'ai du mal à voir, par exemple, vous voyez, pourquoi il y a une classe de soldat, là où on avait une classe de guerrier dans Shadowdark. En fait, je vois bien la différence entre un soldat et un guerrier, vous en faites pas. Mais le truc, c'est que dans Shadowdark, on va pas jouer un soldat, en fait. A priori, on va pas jouer quelqu'un qui est payé un solde, qui reste dans une organisation militaire, etc., etc. Donc, quand notre personnage, il va évoluer, j'ai pas le sentiment que soldat, ça va coller. C'est comme espion ou écuyer. C'est trop spécifique à des métiers, presque à la Warhammer, je dirais. Et je pense pas que ça colle avec l'esprit de Shadowdark, où, in fine, on va être un aventurier. Donc après, pourquoi pas? Mais je trouve pas qu'ils apportent forcément beaucoup de richesse ou d'originalité, tous ces trucs. Alors je les ai pas tous lus par cœur, hein. Il y en a peut-être des cools. Mais j'ai l'impression qu'en fait en donnant ces options à PJ, juste je fais exploser le nombre d'options, ça devient encore plus compliqué de créer un groupe simplement d'aventuriers. Je préfère que mon PJ il me dise j'ai la classe de wizard et je suis un magicien qui vient d'une école plus en fait axé sur le background, ce qui va le différencier d'un autre magicien. C'est comme le guerrier, enfin avoir une classe de noble, je sais pas si c'est très utile quand je peux dire qu'en fait mon guerrier c'est un noble ou mon voleur c'est un ancien noble déshérité quoi. Donc je sais pas, je suis pas forcément fanat de ça. Je pense qu'il peut y avoir des classes qui sont bien comme ça, prises séparément dans le truc. Si on a déjà une bonne idée de ce qu'on veut mettre, mais introduire tout ça dans la partie, le marin quoi, le marin bon. Ouais, bon, je sais pas. Et en fait, il y a ce truc qui peut-être peut, maintenant que j'ai réfléchi, être un peu corrigé par peut-être l'arrivée de ce qu'il va y avoir dans les Western Riches. C'est-à-dire la possibilité de faire évoluer un peu son personnage durant les downtime pour qu'il se détache un peu de sa classe. Ça peut peut-être rendre un peu plus intéressant le fait d'introduire ces classes-là. Parce que si par exemple je prends la classe de marin, le fait de gagner des nouvelles capacités pour conduire des bateaux ou je sais pas quoi, enfin en fait c'est hyper spécifique marin. Donc pourquoi pas au niveau 1 dire que je suis marin, que j'ai des capacités spéciales de marin, mais ensuite être bloqué dans la classe de marin alors que si ça tombe on va pas passer notre temps à piloter des bateaux quoi, ou sinon on prend tous la classe de marin quoi. Peut-être que avec les idées qui viendront dans les Western Riches, je pourrais commencer marin et avec les évolutions en downtime, un peu m'améliorer dans des trucs qui concernent plus directement ce que je suis pendant les aventures en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en gros, si je commence en prenant la classe de charlatan et qu'en fait on passe notre temps sur les routes, aller dans les donjons et tout, ça peut être stylé de dire j'ai un passé de charlatan, du coup j'ai des capacités de charlatan, mais après j'ai envie de savoir faire d'autres choses qu'être un charlatan parce que c'est probablement pas une histoire de charlatanisme. Bref. Après, Pokétière dans ce bouquin par contre, c'est qu'on a des listes d'objets, pas magiques, etc. pour le coup, mais on a par exemple ici plein de gemmes et leurs valeurs. Bon, des gemmes et leurs valeurs, c'est pas le truc le plus intéressant, mais par exemple ici on a plus de variété d'armes. Donc ça casse pas trois pattes à un canard, puisqu'en fait ces armes on pourrait les mettre entre guillemets dans les nouvelles armes, j'entends. On pourrait les mettre dans les autres catégories d'armes et tout. Mais c'est sympa, ça vient mettre un peu de variété. C'est-à-dire que, est-ce que j'avais besoin d'avoir le Morningstar, donc j'imagine que c'est le Morgenstern. Dans le jeu, je sais pas. Je peux très bien raconter qu'il y a une massue, que mon Warhammer, en fait, c'est une Morningstar, vous voyez. Bon, ils ont pas les mêmes stats.
j'ai pas forcément besoin de ces informations, vu que au niveau de l'impact mécanique, il n'y a pas grand-chose à introduire ces nouvelles armes, j'en ai peut-être pas besoin, mais par exemple, ne serait-ce que si je suis en train de looter des gens, voilà, c'est ça. Mon MJ me dit, ok, tu viens de battre des orques. Je dis, ok, je vais récupérer les armes des orques parce que la mienne, elle a été balancée dans une falaise. J'ai été désarmé, j'ai perdu mon arme pendant le combat, donc je vais regarder ce qu'ils ont comme arme. Bah, le fait que le PJ, plutôt que de récupérer la même arme qu'il avait avant, puisse avoir une Morning Star, est-ce que ça met pas un petit peu de verisimilitude? C'est peut-être ça que ça apporte, c'est des trucs un peu plus détaillés, on a un peu l'impression que c'est plus réaliste. En termes de gameplay, je suis pas sûr que ça change grand-chose. C'est pareil, on a plus de variété d'armures. On va avoir des armures d'écailles, aubert, brigandine, tout ça. Donc pourquoi pas. Mais c'est pas dingo non plus. Par contre, on a une liste beaucoup plus développée de matériel d'aventurier. Et ça, je trouve que c'est assez cool. Parce que vu qu'on a ce système de slots, tout ça dans Shadow Dark, on a un peu envie que nos PJ se questionnent davantage sur ce qu'ils emmènent dans leur sac. Tout ça. Et là, le fait d'emmener un sablier, d'emmener une échelle et tout, en fait, il y a des trucs comme ça où ça peut venir... le fait qu'il y ait plus de matériel différent, ça peut nous amener un petit peu plus à interroger la fiction et à penser monde plutôt qu'histoire. C'est-à-dire que, admettons, les PJ ils se donnent rendez-vous à une certaine heure. Dans la plupart des histoires, on le mettrait un petit peu... On questionnerait pas ça sur le fait de se retrouver à l'heure. Mais en fait, comme il n'y a pas de montre et tout, si les PJ ils n'ont pas de montre, ils n'ont pas d'horloge, c'est peut-être pas forcément si évident en fonction de l'endroit où ils sont et tout. Et donc, est-ce que mon PJ il peut pas emmener un sablier et se montrer créatif avec ça, en fait? Est-ce que mon PJ peut pas vraiment penser ce monde existe et donc j'ai besoin d'acheter du matériel pour résoudre des problèmes et je peux pas sortir des trucs qui... juste parce que narrativement on a envie d'avancer tout le temps. Le fait de se questionner en fait sur le matériel d'aventurier, je pense que ça peut inciter à une certaine manière de jouer, ça peut être intéressant. C'est pas forcément moi ce qui m'intéresse, mais j'y vois un truc. Je me dis ça peut être cool de filer une grosse liste d'équipements. Ça leur donnera peut-être en fait des idées, ça peut les inspirer tout ce matériel pour faire des plans ou je sais pas quoi. C'est pareil avec ici la liste des plantes et des poisons. Bon bah pourquoi pas. À partir du moment où mes PJ, parce que ça a priori ce sera un livre que les joueurs devraient avoir puisque c'est un livre du joueur. À partir du moment où mon PJ il voit qu'il y a une liste de poisons, peut-être il va vouloir jouer avec les poisons alors que ça lui serait pas venu à l'esprit à la base. C'est comme le fait d'acheter des pièges qu'il va pouvoir armer et placer à certains endroits. Donc là il y a des pièges utilisables par les PJ. Donc on a comme ça toute une liste d'équipements avec notamment aussi des catalyseurs de sorts. Donc là c'est vraiment l'idée de dire bah tel truc, genre de la myrrhe ou bien du bois de santal, ça booste tel type de sort. Ça coûte tant d'argent, et en fait, quand t'as ce truc, t'as un avantage, je pense, pour lancer le sort si t'emmènes les spells catalystes. Ce qui fait que, par exemple, mon magicien, au lieu de remplir son sac de trucs genre, bon, bah, j'ai pris de la corde moi aussi et tout, Satan, il va se dire, ah, est-ce que je remplis pas mes poches de spells catalystes? Et du coup, le guerrier va devoir porter plus de matos, en fait. Parce que maintenant, en tant que magicien, je porte des ingrédients pour lancer mes sorts, je peux plus porter mes rations, etc. Et donc, peut-être que je vais devoir m'acheter une mule qui, elle, va pouvoir porter tout mon équipement et que ma mule, elle va se faire attaquer, etc., etc. Donc, tout ce petit détail qui est ajouté sur l'équipement, je trouve que ça peut être intéressant, à la limite. Mais sinon, je suis un peu moins fan de celui-là, voilà, parce que déjà, c'est des trucs de joueurs, en fait. C'est des trucs de joueurs, et moi, sur Shadow Dark, je suis maître du jeu quand je pratique. Et puis même, en fait, là, ce machin, d'ailleurs, même pour faire autre chose que Shadow Dark, là, le GM Companion, je trouve que vraiment, il apporte des tables très variées, mais condensées en même temps, vous voyez. En un seul bouquin. Il est pas gros, et il en fait pas trop. Parce qu'on a des bouquins de world building, de tables aléatoires, où vraiment, vous avez des tables pour tout et n'importe quoi, quoi. Le fanion du bateau pirate, la couleur des fleurs. Au bout d'un moment, quand il y a trop d'infos, en fait, ça devient difficile à manipuler comme bouquin. Vous passez plus de temps à chercher où se trouve la liste, enfin l'inspiration que vous cherchez qu'à trouver l'inspiration réellement dans le bouquin. Donc quand il y a des listes comme ça d'idées, c'est bien que ce soit un peu réduit et bien groupé à la Nave, etc., etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur ces deux bouquins. Moi franchement, je vous conseille le GM Companion, là. Je l'ai à côté de moi d'ailleurs. Vous prenez en PDF sur DriveThru-RPG, hein, et je trouve que ça s'utilise très très bien, même si vous jouez pas à Shadow Dark en fait. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Bonne partie et c'est ciao.